Bonjour à tous. Alors, petite vidéo, enfin petite, j'espère qu'elle sera aussi longue que possible et aussi intéressante. Nouveau concept sur la chaîne du Villon, interview, concept interview, mais pas avec des Français, hein. Tout le monde fait avec des Français, et machin, gna gna. Non, non, nous on essaye d'élargir un peu notre horizon. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir comme invité la présidente du Parti libertarien russe et Vadim qui va m'aider parce que malheureusement je ne parle pas le russe, donc ça va être un peu compliqué. Donc Vadim nous fera la traduction. Vadim qui est le président du Parti libertarien français. On va pouvoir commencer et déjà première question, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Окей. А, Хорошо. Я Марина Мацапулина, председатель Либеральской партии России, как уже было сказано. Я работаю в IT-дизайнером. Либертарианство открыла для себя в 2018 году. С 2019 являюсь членом. Дай мне время приводить, иначе я не смогу. Elle a confirmé, oui, je suis présidente du parti libertarien russe et elle travaille dans l'informatique, dans le design informatique. Et elle a découvert le libertarianisme en 2018. 2018 открыла либертарианство. Quel a été son parcours idéologique, politique, avant de découvrir le libertarianisme en 2018? До того, как я открыла для себя либертарианство и вообще вступила в партию, что, в принципе, в одно время примерно произошло, я участвовала в оппозиционной деятельности в России, ходила на митинги. Мне было, так скажем, не безразлично, что происходит в стране. Avant de rejoindre le parti libertarien et avant avoir connu le libertarianisme, ce qui s'est passé quasiment en même temps pour elle. Avant 2018, elle participait activement déjà dans la vie politique du pays. Elle allait aux manifestations, elle avait participé déjà activement dans la politique. Je la laisse Но continuer. Hein. Мгм. Но я не вступала ни в какие организации, мне не близки были, так скажем, представленные на политическом поле взгляды. Мне всегда казалось, что все оппозиционные организации в России, они так или иначе на каких-то своих уровнях связаны с властью, поэтому мне не хотелось как-то с этим связываться. А потом попалась вот Либертарианская партия России, которая казалась такой независимой политической силой. Du coup, elle n'a jamais rejoint avant le Parti libertarien aucun mouvement, aucun parti politique, parce qu'elle considérait que tous les partis politiques, toute l'opposition russe était plus ou moins affiliée au régime de Poutine, et donc avec un lien avec le pouvoir, et jusqu'à ce qu'elle découvre le Parti libertarien russe, qui lui semblait en tout cas indépendant avec ses principes et son fonctionnement. D'accord. On va rester sur le Parti libertarien. Justement, vous parlez du Parti libertarien. Sauf qu'en regardant sur Internet, pour nous Français qui découvrons un peu ce qui se passe en Russie, on découvre qu'il y a deux partis libertariens. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu la chose, savoir pourquoi il y a deux partis libertariens en Russie, alors qu'en France, on a déjà du mal avec un seul? Так, в какой-то момент Либертарианская партия раскололась. Произошло это потому, что в партии был, так скажем, power struggle. То есть просто была политическая борьба. Две группы боролись друг с другом. Одна проиграла и решила уйти в свою либертарианскую партию. Я не знаю, насколько детально нужно уходить в вопрос. Уточните, пожалуйста, и я расскажу, конечно. Du coup, elle dit que il y a eu un schisme, une séparation entre les deux blocs. Au fait, il y a eu une lutte pour le pouvoir du parti, pour diriger le parti de deux blocs différents. Donc, il y en a un bloc qui n'a pas réussi à gagner des élections et du coup est parti en disant comme quoi c'est le parti libertarien, le vrai c'est le leur. Après, elle demande aussi est-ce que tu veux plus de détails ou est-ce que ce niveau de détail ça te convient? Si tu veux un peu plus d'informations. Juste savoir vraiment la différence entre les deux. Est-ce qu'il y en a un qui est... Bon, peut-être qu'on viendra un peu après là-dessus, mais est-ce qu'il y a une différence
de stratégie juste, ou est-ce que c'est une différence idéologique, ou alors est-ce que c'est vraiment un problème, on va dire, d'ego des participants Euh, sans rentrer dans les détails, mais juste savoir si c'est un problème stratégique, idéologique ou... А, Различия, наверное, есть, но они очень косметические. То есть идеология, понятно, у нас одна и та же, у нас там похожие программы, практически одно и то же мы продвигаем, у нас там после раскола, понятно, несколько поменялись после съездов, но тем не менее мы придерживаемся одной идеологии, у нас там одинаковый сайт. Ну, то есть, поэтому различия достаточно незаметные, и раскол в какой-то степени, может быть, был идеологическим, но скорее все-таки это были просто личные конфликты, политические конфликты внутри партии. Давай, переведи, я дальше расскажу. Alors, en fait, il a dit comme quoi il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre les deux partis. En fait, ils ont le même site, ils ont quasiment les mêmes programmes, ils ont les mêmes, enfin, jusqu'à la séparation en deux. Ils avaient exactement la même chose depuis, ça a peu évolué. Donc, il n'y a pas vraiment de différence idéologique ou différence stratégique. C'est beaucoup plus peut-être lié aux égos des personnes qui voulaient prendre le pouvoir au parti. Après, il n'a pas fini, donc je la laisse continuer. Период. Да. В общем, просто была группа людей, которая была у власти в партии довольно долгое время. Потом пришла новая группа людей, так скажем, новые лица, которые начали выигрывать внутрипартийные выборы. В какой-то момент, значит, у нас федеральные органы выбрались, так скажем, наполовину, никто не смог победить финально. И с этой точки, в общем, можно отсчитывать раскол. У нас было в федеральных органах несколько нейтральных людей, которые в какой-то момент просто склонились в нашу сторону, и люди, которые организовали, собственно, раскол нашей партии, ушли в другую партию, они не смогли справиться, так скажем, с тем, что они не смогли проводить никакие решения, соответственно, у них не было большинства больше, и они решили, что игра не стоит свеч для них. Вот. Du coup, en fait, quand il y a eu une élection, enfin déjà des bases, il y a eu un parti du parti. Il y a des gens qui dirigeaient le parti depuis longtemps, en fait, qui étaient au pouvoir du parti. Et donc, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées et qui ont commencé à gagner les élections. Et au début, c'était à peu près 30-30, on va dire, avec des personnes qui sont neutres, qui n'adhéraient pas aucun bloc. Au final, ils ont réussi à... les personnes neutres, ils ont plutôt adhéré au bloc du coup de Marina. Et les autres, ceux qui étaient historiquement au pouvoir, ils ont pas trop aimé ça et du coup ils ont préféré partir et prendre l'indépendance du parti. De ce que je comprends, donc vous n'êtes plus en Russie actuellement. Déjà, quelles ont été les étapes justement de cet exil de la Russie? Est-ce que c'est vraiment un exil ou est-ce que vous pouvez y retourner quand vous voulez? Pourquoi être parti? Et comment vous, en tant que présidente, arrivez-vous à gérer un parti libertarien russe en n'étant plus en Russie? Да, это, конечно, не путешествие. Когда началась война, на меня и там на нескольких еще людей завели уголовные дела, соответственно, нам пришлось выезжать из страны. И да, на текущий момент большинство членов партии, сторонников все еще находятся в России, но среди руководящих органов большинство за границей и прошлого состава, и текущего, ну, просто потому что все столкнулись с преследованиями, и пришлось принимать вот это тяжелое решение уехать из страны. Du coup, il dit effectivement, je ne suis pas en voyage, c'est bien dû l'exil, c'est-à-dire que j'ai dû partir de la Russie parce qu'il y a eu une affaire pénale qui est ouverte sur elle et d'autres personnes actives du parti. Donc, globalement, la majorité des membres du parti politique sont restés en Russie, sauf les cadres dirigeants qui ont dû quasiment tous quitter la Russie. Вот. И отвечая на часть про то, как управляется партией в таком состоянии,
Ну, у нас все еще есть люди в России, которые, конечно, помогают как-то продолжать чувствовать ситуацию на месте. Понятно, что мы все там следим и за новостями, и как только будет возможность вернуться в страну, понятно, что мы все это сделаем. Но пока да, в таком формате. Плюс, конечно, учитывая всю ситуацию, есть куча вопросов, которые приходится вынужденно решать из-за границы. Это и вопрос вывоза людей из страны, если вдруг кто-то еще, как это бывает, попадает под преследование, и вопрос взаимодействия с другими какими-то политическими силами. Поэтому есть чем заняться из-за границы, и люди, которые в России остаются, они, конечно, занимаются российской политикой на местах. Et du coup, oui, donc précision, c'était commencé avec le début de la guerre qu'ils ont eu tous des problèmes avec la justice, on va dire, de l'État russe. Et ils ont dû quitter la Russie. Après, la majorité qui reste en Russie, ils permettent de garder le lien avec la Russie, ce qui se passe là-bas, donc avoir des informations et mener quelques actions sur place. Et après, du coup, pour diriger le parti, ça reste faisable parce que vu qu'ils gardent le lien avec la Russie, ils suivent l'actualité en Russie, ils savent ce qui se passe. Après, ils peuvent aussi se coordonner depuis l'étranger pour aider des personnes à fuir la Russie quand de nouvelles personnes sont poursuivies par le pouvoir russe. D'accord. Justement, petite question pour rebondir là-dessus. Pour quelles raisons vous êtes poursuivi par le pouvoir russe? Tu veux les raisons officielles ou Comme elle veut. Okay. Je veux pas la mettre non plus dans l'embarras ni rien, hein, donc, mais j'ai compris en regardant sur internet qu'il y avait eu perquisition, etc. Pour comprendre un peu l'ampleur de ces poursuites. Ну да, официальная версия — телефонный терроризм. Там завели абсолютно абсурдное уголовное дело, по которому проходило примерно 80 человек свидетелями и подозреваемыми. Полный бред, понятно, все просто из воздуха что-то выдумано. Все проходящие по этому делу — это были политические деятели петербургские. И да. Alors, l'affaire elle a subie, donc l'affaire pénale qui est ouverte sur elle, officielle, et d'autres parties, d'autres membres de la Fédération de Saint-Pétersbourg, c'était le terrorisme téléphonique, qui est bien sûr une affaire complètement inventée de toutes pièces. Да, там смысл На в том, самом деле, что они якобы утверждали, что все подозреваемые там звонили и сообщали о том, что какое-то здание заминировано, якобы. В общем, официальная версия такая. Et du coup, ce qui dit, enfin, ils sont accusés que tous les membres actifs et dirigeants du parti libertarien russe, ils appelaient la police pour dire comme quoi il y a une bombe dans un endroit, quelque part. Et du coup, d'où l'affaire pénale qui était montée sur... D'accord. Et donc ça, ils appellent ça du terrorisme. Okay. Oui, terrorisme téléphonique, ça s'appelle. D'accord. Non, parce que en France aussi, hein. Du terrorisme téléphonique. Oui, parce qu'en France aussi, si tu appelles quelque part, tu dis qu'il y a une bombe... Oui, tout à fait. Mais aller jusqu'à appeler ça du terrorisme, perquisitionner chez les cadres, etc., ça va quand même loin. Bah, en fait, la stratégie, c'est d'attaquer chacun séparément et dire comme quoi il y a... Enfin, je sais pas, un truc qui n'a rien à voir avec son activité politique. D'accord. Et actuellement, là, en Russie, enfin en Russie, ou en étant un peu à l'extérieur, hein, aujourd'hui, de la Russie, en tant que présidente du Parti libertarien russe, comment définiriez-vous les principaux objectifs et défis que votre parti cherche à surmonter actuellement, avec le climat actuel, la guerre, etc. Quels sont les défis majeurs à relever pour le parti? Как председатель Российской либертарианской партии, как вы представляете основные цели для вашей партии в России? Давай я расскажу на самом деле, почему мы завели уголовное. Давай, да. Да. В общем, когда началась война, в тот же день я и несколько еще других политиков петербургских понесли заявление о том, что мы хотим провести митинг против войны. Понятно, что нам там ничего не согласовали бы, но мы хотели сделать такой стейтмент политический. И
из-за этого к нам почти сразу начали приходить предупреждения от полиции, и, соответственно, с этим было связано и уголовное дело. Все, кто подавали это заявление, тоже были в списках подозреваемых. Там обыски были, и, ну, в общем, всякого рода преследования. И в целом, по информации от полицейских, ну, то есть политическая деятельность привела к тому, что вот решили, так скажем, дать знать некоторые группы людей, что либо вы уезжаете, lибо вы садитесь в тюрьму. Alors, il a dit, avant de continuer, sur la question, il va donner les versions en fait officieuses, enfin, la vraie version, pourquoi est-ce qu'il y a eu des perquisitions, pourquoi ils ont dû quitter la Russie. Et c'est parce qu'en fait, dès que la guerre a commencé, elle, avec d'autres membres du parti, ils sont partis voir la mairie pour demander un emplacement pour la manifestation contre la guerre. Et du coup, ce qui a impliqué, c'est que derrière, il y a eu ce type d'affaires complètement inventées et des perquisitions chez les membres actifs, avec derrière, ils les ont poussés, ils ont dit, soit vous quittez la Russie, soit vous allez en prison. D'accord. Donc, tu vois, c'était pas écrit, bien sûr, dans le protocole, mais en tout cas, c'était ce qui se dit en dehors du protocole. Disons que voilà, c'est subir une pression plus ensuite l'étape supérieure, chantage, pour avoir été contre la guerre, enfin je suppose toujours, pour être contre la guerre et avoir manifesté contre la guerre. Vouloir manifester contre la guerre en tout cas. Oui, c'est oui, exactement ce qu'il a dit. Угу. Ну, у нас цели-то не менялись. Мы, конечно, боремся за свободную Россию, за гражданские права для россиян. Но понятно, что ситуация несколько изменилась, и методы, соответственно, тоже несколько изменились, но не все. В общем, мы всегда проводили какие-то мероприятия, мы занимались образовательной деятельностью, рассказывали о нашей идеологии, и как политическая партия мы считаем нашим долгом участвовать в выборах. Мы неоднократно это делали, мы неоднократно выигрывали выборы даже в путинской России, и планируем это делать и дальше. Сейчас вот в сентябре будут муниципальные выборы в Петербурге, и мы планируем в них поучаствовать. Et du coup, il a dit comme quoi les cibles, les objectifs du parti n'ont pas changé et il continue toujours à lutter pour les droits des citoyens russes et continue toujours à promouvoir les idées libertariennes et participer aux élections. Parce que comme en tant qu'un parti, c'est logique de participer aux élections. Ils ont déjà à plusieurs reprises gagné des élections en Russie, même en Russie de Poutine. Ils continuent cette activité-là, notamment les conférences et tout ce qui concerne plus propagation des idées. Et ils comptent participer aux élections à Saint-Pétersbourg, parce qu'il y aura des municipales, des élections municipales à Saint-Pétersbourg cette année. D'accord. Так, ну, вроде все, что хотела сказать. В общем, да, занимаемся... Да. Ты сказала то, что цели остались теми же, но методы поменялись. Да, конечно, методы поменялись. То есть, если раньше мы могли выйти на улицу, организовать какой-то многотысячный митинг, сейчас мы совершенно не в состоянии это делать по понятным причинам. Деятельность больше ушла в какой-то онлайн-формат, хотя члены нашей партии придумывают всякие проекты, которыми, в принципе, вот эти цели достигаются, рассказывают и даже сейчас о либертарианстве, о каких-то свободах, о либертарианском взгляде на политику. Я сейчас... Секунду. Вот. В общем, наши члены сделали первый либертарианский журнал. Это вообще очень красиво и круто, и его можно купить. И это вообще невероятно, что даже сейчас в режиме войны продолжаются такие проекты, и люди находят, как себя реализовать в таком репрессивном формате. Du coup, il disait que les objectifs n'ont pas changé pour le parti, par contre les méthodes oui, parce qu'avec le début de la guerre, forcément, ils ont dû s'adapter. Avant, ils pouvaient organiser une manifestation à plusieurs milliers de personnes pour dénoncer les problèmes et ce qui se passe, pour revendiquer des droits. Là maintenant, bien sûr, ils ne peuvent plus le faire parce que toute manifestation est quasiment interdite en Russie. Donc il y a pas mal d'activités qui passaient surtout en ligne, donc avec du contenu vidéo, texte, etc. Même s'il y a encore des gens qui trouvent des possibilités de promouvoir des idées libertariennes, et notamment donc, ce qu'il a montré,
c'était le journal, une magazine qui était créé par les membres du parti, un magazine libertarien. D'accord. Ok. Remarque quelque chose, c'est que par rapport à la France, on reviendra là-dessus dans les questions si on a le temps, par rapport à la France, il y a quand même plusieurs stratégies mises en place et d'une ampleur quand même assez certaine par rapport à la France. Voilà, pour donner un exemple, nous, si on arrive à rassembler 10 libertariens sur un même endroit, c'est déjà beaucoup. Donc ils arrivent ils arrivaient à faire des manifestations. Oui, mais des manifestations à plusieurs milliers de personnes, c'est quand même pas mal. Ну, для нас теперь это тоже что-то непостижимое, поэтому... Да, у вас тут другие условия. Elle dit, ouais, nous aussi, maintenant, si on arrive à rassembler 10 personnes au même endroit, 10 libertariens en Russie, c'est déjà quelque chose d'inimaginable. Aujourd'hui, c'est forcément plus compliqué, j'imagine bien. Pour une question plus d'ordre culturel, parce que nous, en France, on a ce souci-là, c'est, en tout cas, c'est l'analyse que j'en ai faite, c'est que culturellement, en France, on est très, très, très attaché au socialisme, au collectivisme, et les idées libertariennes, puisque le terme libéral, il a beaucoup changé en France, il ne veut plus rien dire. Mais il y a ce problème-là en France de chape de plomb socialiste dans la culture, et c'est très compliqué de faire infuser des idées aussi radicales, entre guillemets, que celles de la liberté du point de vue des libertariens. En Russie, est-ce qu'il y a aussi cette barrière idéologique aux idées de la liberté au vu de son passif, hein, de son histoire, de l'histoire du pays? Est-ce qu'il y a aussi une nostalgie? Est-ce qu'il y aurait une nostalgie de l'ancien régime et qui sont les personnes concernées? Quelles sont notamment en termes de classe d'âge, quelle est la typologie des personnes qui seraient concernées par cette nostalgie? Люди, которые ностальгируют, конечно, есть. В основном это люди более старшего возраста, и это просто объясняется тем, что чем ты старше, тем ты более склонен к консерватизму, к рефлексии, к ностальгии по своей юности, и мне кажется, что в этом нет никакой прям идеологической подоплеки, люди просто скучают по тому, как они проводили свою молодость, они идеализируют, и поэтому мы видим такой небольшой флёр ностальгии. Effectivement, il y a des gens qui sont nostalgiques, mais c'est pas nostalgique des idées communistes en Russie, mais ils sont nostalgiques par leur passé. Donc effectivement, il y a des gens qui veulent revenir dans le passé soviétique, mais pas pour l'idéologie, mais plutôt parce que c'était leur jeunesse, et du coup ils sont forcément nostalgiques de ce qui s'est passé avant, et avec l'âge on devient plus conservateur. Et en Russie, en fait, être conservateur, c'est aussi être soviétique. En fait, c'est forcément c'est retour vers l'arrière, et pour la Russie, c'est le communisme et le socialisme. Вот люди в целом скорее не задумываются об идеологии, просто потому что текущему режиму не нужны политически заряженные люди, не нужны идеологизированные, тем более люди. У режима у самого нет никакой идеологии. Понятно, что они делают все для того, чтобы люди обходили вообще, в принципе, политическую сферу стороной, и это вполне себе работает. Il dit oui, du coup, en général, les gens, de manière globale, ils ne sont pas vraiment intéressés par idéologie, ils s'en fichent d'idéologie. Et en fait, c'est compréhensible parce que le pouvoir et le régime russe n'ont pas d'idéologie lui-même. Et du coup, il fait tout son possible pour que les gens ne soient pas engagés politiquement et ne soient pas formés politiquement. Donc, la réponse est qu'en vrai, il n'y a pas vraiment d'idéologie en Russie qui est répandue. C'est surtout... l'objectif, c'est que les gens deviennent apolitiques. Но при этом важно понимать, что в России довольно долго вот это прошлое Советского Союза, у него есть и другая сторона. В России достаточно сильное государство, и очень долго было сильное государство, и мне кажется, мое мнение, что чем сильнее государство, тем проще людям продавать либертарианские идеи. То есть в России достаточно рассказать человеку, сколько он на самом деле платит налогов. Там у нас большинство убеждены, что вот, значит, платит 13%, и все. На самом деле в России налоги, скрытые налоги, в том числе, доходят до 50% практически. Люди этого не знают. Расскажи об этом человеку, и у тебя практически готовый либертарианец. Et il dit que,
en général, les gens, ils s'affichent d'idéologie, des bases. Mais par contre, quand tu leur commences à expliquer, oui, surtout que la Russie est marquée par un pouvoir qui est très fort, qui est très centralisé, pouvoir étatique. Et quand un pays et la population restent dans ces cadres-là d'un pouvoir étatique fort, bah, en fait, ça génère un rejet de l'étatisme de manière logique. Et quand on parle avec une personne, donc les gens ils sont en général convaincus en Russie qu'ils payent uniquement 13% de la taxe, c'est-à-dire de l'impôt sur le revenu. Mais par contre, quand tu commences à parler avec eux et tu développes, tu dis oui, il y a donc d'autres taxes que tu payes, et au final tu payes 50% de tes taxes, bah, au final tu as quasiment tout de suite un libertarien convaincu. Тут хороший пример. Аргентина, мы все наблюдали за ней. Это тоже было достаточно сильное государство, там и, значит, высоченные налоги, абсурдные абсолютно регуляции, раздутый бюрократический аппарат. И приходит либертарианский президент, и его реформы достаточно легко воспринимаются обществом. Поэтому, вот, мне кажется, именно потому, что в России было такое сильное государство, у либертарианства есть огромный потенциал. Donc, il a dit, on a suivi de très près ce qui s'est passé en Argentine avec Milei, avec son élection. L'Argentine également était un pays avec un pouvoir étatique très fort. Et là, globalement, la population, elle prend plutôt bien les réformes qui sont menées par Milei parce que justement, ils sont plutôt opposés à l'étatisme puissant et omniprésent. Donc, en Russie aussi, puis très pris par l'étatisme, bah, c'est assez simple convaincre les gens. Justement, on va pouvoir rebondir sur Milei, ça faisait partie de mes questions. Donc on va enchaîner directement sur Milei, je reviendrai sur les précédentes après. Justement, donc vous parliez de Milei. Milei a fait un exploit donc électoral dans un pays très différent de la Russie. Son succès est dû tant à sa communication qu'à une situation économique très grave. Est-ce qu'un Milei en Russie est possible? Est-ce qu'un jour, peut-être, un Milei émergerait en Russie? Si oui ou non, pourquoi? Да, я думаю, конечно, возможен Милей в России. Опять же, Милей почему смог стать настолько успешным политиком? Потому что он там, преподаватель экономики, доктор экономических наук, он понимает, о чем он говорит. И если ты понимаешь, о чем ты говоришь, достаточно легко продавать эти идеи. Тем более люди были к этому открыты, люди устали от гнета государства, и поэтому именно в этом смысле я вижу некоторую аналогию потенциально с Россией. Понятно, что сейчас сложно это представить, но если бы мы представили экономически подкованного человека, который бы продвигал программу, основанную на свободах, на гражданских свободах, на невмешательстве государства, я думаю, достаточно легко ее было бы продать людям России. Je traduis tel quel est. Du coup, elle pense qu'effectivement Milei russe, ça serait tout à fait possible parce que également la Russie est très pris par l'État étatique, l'État qui est très puissant. Donc si on présente un candidat qui, donc comme Milei, qui se connaît bien en économie, qui sait l'expliquer, ses idées vont avoir un succès également aussi en Russie. Bon, il y a quand même à craindre qu'il se fasse éliminer. En Russie, oui, j'ai l'impression que... Il n'est justement pas dans la situation actuelle maintenant, mais dans les conditions où c'est possible de présenter des candidats, pas comme maintenant. Dans ce cas, ça serait tout à fait envisageable. Toujours pour rester sur Milei, est-ce que l'accession à la présidence de l'Argentine par Milei, est-ce que ça a accéléré justement votre parti? Est-ce qu'il y a plus de membres depuis qu'il Milei est président, ou est-ce que ça n'a rien changé? Et Milei a une stratégie depuis des années, c'est une stratégie culturelle. Alors pas que lui, lui et ses membres et ceux qui suivent son travail. C'est une stratégie de guérilla culturelle. Est-ce que cette stratégie à la Milei, donc à la fois culturelle, de formation, est-ce que cette stratégie globale Milei est envisageable en Russie? Et si vous avez une autre stratégie, est-ce que votre stratégie à vous en Russie, on voit que ça, jusqu'à ce qu'il y ait la guerre, ça a plutôt bien marché, est-ce que votre stratégie en Russie peut être exportée ailleurs? Et je pense notamment en France.
В общем, тут надо понимать, что в текущей ситуации в России понятно, что никакой Милей невозможен, и никакая, в принципе, оппозиционная политика полноценная невозможна. Все оппозиционные сейчас деятели, которые хоть как-то представлены в дискурсе в официальном, это кремлевские деятели, понятно. Поэтому, когда мы рассуждаем о том, что возможно, когда мы планируем там свою стратегию на какие-то свободные выборы, понятно, что мы рассуждаем в контексте какой-то хотя бы смены режима, если не падения, но смены режима, потому что сейчас это все физически невозможно réaliser ни в каком виде. Elle dit comme quoi, quand on parle des Milei en Russie, bien sûr, ça suppose forcément qu'il y a un changement dans le pouvoir russe, pas au moins le chute du pouvoir, mais au moins le changement de pouvoir, parce que dans la situation actuelle, bien sûr, on ne peut pas être dans la politique d'opposition, on ne peut pas avoir des candidats qui sont dans l'opposition au régime actuel. Donc, quand on parle de tout ça, c'est hypothétique dans la théorie où quelque chose change en Russie. Но при этом мы видели уже в 90-х годах, когда развалился Советский Союз, и появились такие вообще понимания свободного рынка, там, свободы слова. Мы видели вот этот взрыв политических идеологий, политических партий, абсолютно эпатажных. То есть Милей отлично вписался бы в Россию 90-х. Он вот прям как влитой туда бы вошел. И это как раз показывает, что как только людям даешь свободу, конечно же, появляются такие личности. И как Милей, там у нас свои были персонажи. И, конечно же, это возможно, но не в текущих условиях, к сожалению. Et du coup, il fait le parallèle avec les années 90 en Russie, après la chute du RSS, où il y a eu la liberté d'expression, il a eu la possibilité de faire la politique d'opposition. On a vu dans les années 90 plein des personnages qui sont très, on va dire, excentriques, des politiques excentriques en Russie, et notamment Milei, dans les années 90, il irait parfaitement avec l'ère du temps. Par contre, bien sûr, maintenant, c'est absolument impossible. Et donc là, maintenant, tout est verrouillé. Mais si on donne un peu plus de liberté politique en Russie, c'est tout à fait envisageable et possible. Mais bien sûr, là, pour l'instant, c'est compliqué d'envisager le travail en Russie. Да, сейчас просто любой человек, который появится и хотя бы близко начнет высказывать подобные идеи, там, вступать в какую-то культурную войну или даже в культурную дискуссию, понятно, что сразу же он будет преследован, и либо ему придется покинуть страну, либо он окажется в местах не столь отдаленных, либо даже его жизни может быть что-то угрожать. Поэтому да, текущая Россия не приспособлена, конечно, для такого вида политики. Et bien sûr, dans la Russie actuelle, c'est complètement impossible qu'il y ait une personne qui arrive, qui dit comme quoi elle va mener une guerre culturelle, une guérilla culturelle, ou qu'il s'oppose tout simplement au régime. Bien sûr, il risque de subir des répressions, peut finir en prison, ou bien être poussé en exil, voire être tué même. Donc là, on a fait un petit tour sur Milei. Je vais revenir toujours sur la culture, hein, puisque là, c'était la dernière réponse sur la guérilla culturelle. Alors, nous, en France, on essaye, tant bien que mal, de créer un espèce d'écosystème libertarien qui rassemblerait différentes stratégies. Donc, on a par exemple, toi, Vadim, donc président du Parti libertarien. Il y a ce que j'essaye de faire avec Repossession et ma propre chaîne. Vous avez aussi Libérali, avec Libérali et édition John Galt de Stéphane Gers, pour ainsi dire de Laurent Setter, ou encore Arthur Homines qui fait de la pédagogie, etc. Est-ce qu'il existe ce même type de démarche avec les libertariens russes, d'un écosystème, d'un groupement comme ça, d'influenceurs, d'auteurs, d'éditeurs, de créateurs de contenu? Est-ce qu'il y a un tel regroupement, officiel ou officieux? Est-ce qu'ils travaillent de concert tous ensemble pour essayer de faire changer les choses? У нас такое, конечно, есть. У нас несколько, наверное, есть таких объединений. Во-первых, понятно, партийные наши соцсети, у нас там видеоконтент выходит, и статьи пишутся, и люди, которые подписываются на партийные соцсети, они как-то погружаются в либертарианство. Помимо этого, наши члены нашей партии, они тоже объединяются в такие чаты, там всякие группы по созданию контента. У нас есть там группа либертарианских публицистов, где люди как-то между собой шарят контент.
Да. Oui, oui, bien sûr, ils ont ce type d'initiative. Donc, déjà, premièrement, il y a le parti libertarien russe avec leurs réseaux sociaux qui créent du contenu, qui partagent des articles et des vidéos. Il y a également aussi des membres du parti libertarien qui créent des chats entre eux et qui font des créations du contenu, des vidéos et font des initiatives en interne, enfin en interne, entre eux en tout cas, pour promouvoir les idées libertariennes. И Il n'y en a совсем pas недавно, un seul, il y en a plusieurs. я не знаю, пользуются ли во Франции Телеграмом, например, но совсем недавно у нас появилось, там можно создать комьюнити из либертарианских каналов, и вот как раз это была инициатива наших членов партии. Там куча либертарианского контента, добавляешь себе эту папку, и там, значит, погружаешься во все сразу. И в целом мы, конечно, поддерживаем любые контент-начинания, так скажем, либертарианской направленности. У нас были... До недавнего времени был фонд «Либертарианский проектный офис», где можно было попросить денежную помощь какую-то на реализацию своих идей. То есть мы, конечно, стараемся в этом направлении двигаться, да. Elle dit comme quoi, je ne sais pas si en France ça est répandu, mais en tout cas, eux utilisent Telegram, beaucoup Telegram, et ils ont créé comme un groupe avec plusieurs chats dedans qui font référence du coup à plusieurs créateurs de contenu sur Telegram, vu que c'est répandu. Et du coup, quand tu ajoutes ces folders, ces dossiers sur ton Telegram, du coup, tu accèdes directement à la liste des canaux Telegram libertariens en Russie, qui permet du coup de consulter les contenus qui est différent. Et le parti libertarien russe, ils essaient d'aider un maximum les créateurs. Et notamment avant, ils avaient aussi un fonds pour aider les nouveaux créateurs du contenu à se développer. Вот, ну и понятно, что если кто-то делает какой-то контент, люди зовут друг друга к себе там в подкасты, в видео. Вот у нас в мае тоже члены нашей партии организовывают либертарианскую конференцию, и там тоже приглашены либертарианцы из нашей партии, из другой либертарианской партии, либертарианцы, которые не состоят в партии. Ну, в общем, какое-то комьюнити такое есть, и да. Et il y a une personne du parti qui organise une conférence sur le libertarianisme, et du coup, ils invitent en fait aussi d'autres personnes du parti, des Marina, l'autre parti libertarien aussi, des libertariens qui ne sont pas du tout au parti politique, pour faire la conférence, pour participer à la conférence. Et également aussi, quand il y a quelqu'un qui commence à créer du contenu, bah, les gens, ils arrivent, des invités sur les podcasts, sur les vidéos, pour aider les personnes à créer du contenu et gagner en visibilité. Donc ça parle beaucoup de conférences, etc. Il y en a une qui en France nous a marqué et que nous avons traduite, nous avons sous-titré. C'est la conférence de Hans-Hermann Hoppe, qui est donc passé à Moscou, qui avait fait une excellente conférence là-bas. Hoppe, c'est une figure incontournable, en tout cas pour moi et pour plein d'autres libertariens. C'est une figure incontournable du libertarianisme, très controversée. Est-ce que c'est une référence pour vous et pour votre parti? Да, я поправлю. В Петербурге у нас была либертарианская конференция. Это были чтения Ротбарда. Там тоже было много людей, было больше 1000. А Хоппи это было в Москве. Там, по-моему, 2500 людей пришло. Очень много. Мы все были в шоке. Да. В общем, да, получилось, что это крупнейшее либертарианское мероприятие в Европе вообще в истории, которое провелось. И да, Хоппи чем хорош? Секундочку, потому что цифры, я их не запомню. Alors, effectivement, c'était la conférence de OP, c'était à Moscou, qui a amené plus de 2500 personnes, et eux-mêmes, ils étaient surpris par les quantités de gens qui sont venus à la conférence. Et avant ça aussi, ils ont fait une conférence à Saint-Pétersbourg, des lectures de Rothbard, qui a également eu 1000 participants. Saint-Pétersbourg, qui est un peu plus petit.
Mais Мгм. ça fait pas mal quand même. Ouais, c'est bien. Ouais, C'est c'est pas bien, mal. ouais. Отличные цифры. Спасибо. Да. В общем, про Хоппи. Хоппи чем хорош? Он, в отличие от множества либертианских идеологов, жив, и его можно пригласить и послушать, и задать ему вопросы. Поэтому, конечно, это был уникальный вообще опыт для нас. И относимся к нему нормально. Понятно, что Хоппи — это достаточно controversial фигура в либертарианстве, но вполне нормально. У нас в партии куча направлений либертарианской мысли представлена, и, значит, анархокапитализм, и минархизм, и кого только нет. И понятно, что Хоппи можно критиковать, но либертарианские мыслители, если их можно послушать вживую, конечно, нужно этим пользоваться. Поэтому, да, мы нормально относимся. Наши члены партии, кажется, даже переводили, я сейчас боюсь ошибиться, были ли это члены партии, но российские либертарианцы переводили свои инициативы, значит, книгу Хоппи «Демократия низвергнутый Бог» на русский язык. Вот, ее даже можно было купить когда-то. Да, Прошу. Du coup, traduction. Elle disait comme quoi, oui, c'était la plus grosse conférence libertarienne qui était organisée jamais en Europe, donc à Moscou avec Hoppe. Et de manière générale, Hoppe, en fait, c'est quelqu'un qui est très intéressant. Il a un gros avantage sur les autres penseurs libertariens connus, c'est qu'il est vivant. Donc on peut l'inviter, on peut créer une conférence, on peut créer un dialogue avec lui, avec des réponses, questions-réponses. Et en soi, le Parti libertarien russe, il a plusieurs courants du libertarianisme, donc un ARCAP, de gens qui sont très orientés européens, mais également aussi des minarchistes. Enfin, il n'y a pas qu'un seul courant politique dans le Parti libertarien russe. Donc, bien sûr, même si c'est une personne qui est controversée, mais il est très bien et en général, les gens l'apprécient plutôt bien. Bon, je suppose qu'aujourd'hui, refaire cette conférence-là à Moscou ou ailleurs en Russie, ça serait très compliqué, je pense. Mais est-ce que ce serait envisageable de faire ça ailleurs, et notamment pour faire une espèce de conférence européenne, libertarienne, avec Hoppe et surtout, de cette conférence, qu'en est-il resté? Est-ce qu'il y a toujours des liens avec Hoppe? Qu'est-ce qu'il est resté de cette conférence? Так, сначала по поводу того, возможно ли сейчас такое что-то создать. Однозначно нет. Не так давно мы пытались провели в Россию офлайн-конференцию. Понятно, что намного меньше людей было, потому что не так много возможностей для пиара сейчас, так, чтобы никого не привлекли за это. Поэтому приходится как-то более спокойно проводить такие мероприятия. Опять же, приходится следить за тем, что ты говоришь на этих мероприятиях. Ну, в общем, намного сложнее стало. Поэтому какие-то конференции сейчас проводятся в России, но такого масштаба достаточно сложно. Плюс те люди, которые проводили эти конференции, например, Михаил Светов, понятно, они сейчас все не в России, и сейчас, так скажем, люди стараются не высовываться так сильно, потому что каждый вывоз человека за gраницу под преследованием, это тяжело, поэтому мы стараемся этого избегать по возможности. Alors, bien sûr, en Russie de maintenant, ce n'est plus possible de faire ce type de conférence. Déjà, une conférence qui a beaucoup de visibilité, avec beaucoup de gens qui viennent, qui n'est pas, on va dire, tout à fait d'accord avec ce qui se passe au pouvoir en Russie. C'est quasiment impossible. Après, quand tu organises même une conférence qui est de plus petite envergure, tu es obligé de faire très attention à ce que tu dis. Tu peux pas utiliser certains types de mots, comme la guerre. Tu peux pas. Il y a beaucoup de restrictions et donc c'est très compliqué. Et aussi, au troisième niveau, quand une personne devient visible, comme quoi elle est active politiquement et dans des positions en Russie, il y a souvent des conséquences, et les conséquences directes en général, c'est que après cette personne-là, il faut l'aider à exiler en dehors de la Russie. Il faut l'extraire de la Russie et ramener ailleurs. Donc bien sûr, ça demande beaucoup d'efforts humains et aussi des ressources financiers. Donc en général, les gens en Russie maintenant, ils essaient de ne pas trop être visibles. Et aussi, les personnes qui ont organisé les conférences de Hoppe à Moscou, c'était des gens comme Svetov, qui ne sont plus du tout en Russie, qui sont Svetov est au Brésil. Donc ils peuvent pas... c'est plus possible parce que les organisateurs ne sont plus là.
Ouais, Et je laisse la répondre parce que tu as posé plusieurs questions. Donc j'ai traduit qu'une seule réponse. Euh, Так, дальше про конференции вне России. Возможно ли такое? Вне России, конечно, возможно. Ну, то есть свои сложности, потому что, понятно, в России мы знаем обстановку на местах, нам достаточно легко такое организовывать, а в других странах нет такого понимания, поэтому мы пока пытаемся опробовать этот формат. Вот конференция, про которую я говорила, LibertyConf, она будет в мае в Тбилиси. Посмотрим, как пройдет, посмотрим, сколько людей придет, и уже будем от этого исходить, насколько мы можем увеличить наш масштаб и куда-то, может быть, поехать и где-то провести такие мероприятия. Она будет онлайн тоже? Нет, она оффлайн. Только оффлайн, ok. Du coup, elle dit comme quoi elle organise aussi des conférences, notamment à Tbilissi, donc en Géorgie, là maintenant. Donc ils sont en train de tenter de le faire. Bien sûr, c'est pas aussi simple que de le faire en Russie, parce qu'en Russie, ils connaissent les emplacements, ils connaissent les endroits, ils connaissent aussi l'organisation, comment ça se passe. Donc ils essayent aussi de le faire en dehors de la Russie. En Géorgie, là, en mai, il y aura une conférence. Mais c'est un peu plus compliqué, donc ils sont en train de tester ces formats, de le faire du coup dans un pays tiers, et voir si ça fonctionne et comment ça va se passer. И последняя часть вопроса была про эффект таких мероприятий на развитие либертарианства в целом. Ну, понятно, что главный эффект — это то, что люди начинают выступать, они узнают о твоей партии, они узнают об идеологии, начинают задать вопросы, интересоваться. И на самом деле даже спустя года этот эффект, он ощущается от любого крупного мероприятия, не обязательно конференция, там какое-то участие в выборах крупное, которое произвело какой-то эффект, люди продолжают выступать, и когда они слышат про либертарианство в России, тоже там вспоминаешь, вот значит вы там вот это организовали, то организовали. В целом, я думаю, что на осведомленность людей о либертарианских идеях, конечно, все это сильно влияет. Et sur l'effet que ça a eu d'organiser cette conférence-là, en fait, ça continue toujours à avoir de l'effet, même maintenant, parce que déjà, ça a permis de toucher plus de gens et propager des idées libertariennes. Il y a plus de gens qui ont adhéré du coup au Parti libertarien russe suite à la conférence, et même maintenant, il y a des gens qui adhèrent, et quand ils disent « Ah oui, le Parti libertarien, vous avez organisé une conférence avec OP », même maintenant, ils se rappellent toujours de ça. Donc l'effet est toujours là, est toujours présent, et ça crée toujours des faits. En dehors bien sûr du fait que, en plus de ça, ça a permis de faire connaître les idées libertariennes. Et du coup, les gens aussi, ça suscite des questions, ils posent des questions, et ça permet de déclencher un dialogue. С Хопи, я думаю, что поддерживает связь Миша Светов как организатор той конференции в основном. По поводу тех спикеров, которых я звала на свои какие-то мероприятия, конечно, да. Конечно, там спустя время продолжают поддерживать какой-то коннект, и всегда можно их пригласить куда-то. То есть понятно, что любая такая организация, любое такое мероприятие — это нетворкинг в том числе, и ты узнаешь каких-то людей, и они могут помочь тебе распространить твои идеи в том числе. Du coup, les contacts, c'était Svetov qui organisait, qui était en contact avec Hopé. Donc, il dit comme quoi, sûrement, il garde contact avec lui. Elle, quand elle organisait des conférences de son côté, bien sûr, gardait aussi des coordonnées d'autres personnes. Et en fait, c'est aussi du networking et de conférences. Ça permet aussi de faire connaissance avec d'autres personnes et du coup, de collaborer ensemble. J'espère que, Adam, j'ai tout traduit et j'ai répondu à toutes les questions. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Les questions sur Hop ne sont pas anodines. Hein. Il y a cet aspect, et vous en parliez, que justement, quand on vient vers vous, c'est parce qu'on a découvert cette conférence de Hop, notamment en France. Hein. En France, certains ont découvert qu'il y avait un parti libertarien russe parce qu'on a vu cette conférence de Hop à Moscou. Donc cette question n'est pas anodine parce que Hop propose, l'une de ses propositions majeures, phares, c'est l'idée de sécession. Est-ce que la sécession est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que c'est envisageable pour la Russie? Est-ce que ça fait partie, comme ça, des idées que vous propagez au Parti libertarien?
Да, я постараюсь сейчас не наговорить. В общем, в нашей программе эта идея не отражена. При этом, с либертарианской точки зрения, конечно, мы нормально к ней относимся. Свобода ассоциации и не ассоциации, она реализуется в том числе и через такие механизмы. Поэтому потенциально, конечно, да, но по понятным причинам у нас есть статья в Уголовном кодексе за такие призывы, поэтому мы не можем продвигать как политическая партия такое в России. Elle a dit que, de manière générale, ces sessions, c'est quelque chose qui est parfaitement libertarien, qui s'inscrit parfaitement bien dans l'idéologie. Après, il n'est pas présente dans le programme du parti politique, tout simplement parce qu'en Russie, il y a un article de loi qui dit comme quoi le séparatisme est puni sévèrement. D'ailleurs, je crois que c'est la même chose en France. Et du coup, ce n'est pas présent. Après, les gens, ça ne les empêche pas de promouvoir cette idée-là et d'y adhérer, mais Parti libertarien en tant qu'organisation ne peut pas le faire. Parce qu'on peut envisager cette possibilité, notamment pour l'oblast de Kaliningrad, qui pourrait faire justement ces sessions plutôt facilement et efficacement, sachant qu'ils sont quand même entre deux autres pays, c'est une enclave, et donc ça pourrait être intéressant, cette idée-là, en tout cas d'un point de vue français. Après, c'est sûr que quand on est en Russie, c'est plus compliqué de faire ce genre de proposition. Ça peut être assez dangereux, je suppose. Alors pour la France, c'est effectivement, comment dire, disons qu'on peut on peut partager ce genre d'idées-là, de sécession, etc., même créer des associations autour d'un concept d'indépendantisme, etc., et le promouvoir. Je pense que c'est largement moins dangereux pénalement, physiquement, etc., en France que ça ne l'est en Russie. C'était ma remarque à moi, c'était pas la sienne. Sur la France. Oui, mais voilà, si elle veut rebondir là-dessus. Да. Ну, я думаю, что там, помимо Калининградской области, было бы много желающих воспользоваться. Но да, понятно, что хорошо вам, что можете такое обсуждать и продвигать, несмотря на законодательство. Да. В принципе, Сибирь один момент хотела делиться тоже. Был такой момент. Alors, elle a dit, c'est très bien qu'en France, effectivement, vous avez la possibilité de le faire et de promouvoir ce type d'idée et que vous ne risquez pas non plus beaucoup en France. Et elle dit, en dehors de Kaliningrad, je pense qu'il y a d'autres régions des Russies qui pourraient tout à fait être intéressées par ces sessions. Et ce que j'ai répondu, c'est que quelqu'un qui a vécu en Sibérie, dans les années 90, il y a un mouvement qui était assez fort, c'était la Sibérie indépendante. Ce qui est très intéressant, par exemple, qui n'est pas du tout Kaliningrad. Et sachant que la Sibérie contient tout ce qui est gaz, pétrole, tout ce que tu veux. C'est assez intéressant. On va revenir à ce qui se passe actuellement. Donc là, ça fait 2 ans de guerre entre la Russie, en tout cas Poutine, et l'Ukraine. Dans quelle mesure cette guerre a-t-elle accéléré l'adhésion aux idées libertariennes, au parti libertarien? Est-ce que les gens, avec cette guerre, ont-ils trouvé un écho favorable auprès de votre parti? Да, честно говоря, никак не помогло, только мешает. То есть либертарианская партия в России — это несистемная оппозиционная партия. И понятно, что всегда участие в несистемной оппозиции было в России сопряжено с некоторыми рисками. Сейчас люди, вступая в партию, они прям опасаются и прям задают прямые вопросы. А со мной ничего не будет, ко мне не придут. Ну, то есть таких прецедентов пока не было, но настроения в обществе сейчас такие. То есть настолько заглушена свобода слова, настолько невозможно просто людям представить, что ты вступишь в какую-то организацию, и ничего тебе за это не будет. Поэтому, да, конечно, достаточно сложно стало работать и с новыми людьми, и даже с теми, кто уже состоял в партии. Были люди, которые выходили именно из-за страха преследования, ну и их можно понять. Конечно.
Euh, il a dit comme quoi, non, pas du tout. La guerre, ça n'a pas du tout aidé à développer le mouvement libertarien parce qu'en fait, les gens, tout simplement, ils ont peur. Les gens qui sont intéressés, il y en a plein qui n'osent pas passer à l'action et adhérer au parti libertarien ou faire quelque chose ou annoncer leur point de vue qui diffère du point de vue du régime. Des gens qui seront intéressés par adhésion, ils posent les questions directement. Est-ce qu'on risque pas qu'il y a des gens qui débarquent chez nous dans la nuit pour nous embarquer en prison? Et même des personnes qui étaient déjà adhérents depuis longtemps, en fait, ils sortent du Parti libertarien pour éviter d'avoir le risque sur eux. Donc, non, au contraire, la guerre n'a pas du tout aidé ni la promotion des idées, ni le développement du Parti libertarien. Bien au contraire, c'est plus gênant. Justement, pour rester encore sur cette guerre, quelle est votre position, soit vous personnellement, soit celui du parti libertarien? Quelle est votre position sur cette guerre, sachant qu'on entend un peu tout et n'importe quoi de la part de ceux qui sont pro-Kremlin, ceux qui vont être pro-ukrainiens, en tout cas pro-Ukraine plutôt, ceux qui sont au final pro-guerre. On sait que les libertariens, en règle générale, il y a cette idée d'anti-war, d'être anti-guerre, contre la guerre des États, sachant que l'Ukraine a été... je recontextualise un peu pour mon public aussi. L'Ukraine qui est quand même une séparation du bloc russe, et donc il y a... en tout cas l'analyse que j'en fais et que d'autres en ont faite, un renouveau de l'impérialisme russe contre l'Ukraine. Quelle est votre position sur votre vision, votre position sur cette guerre? Est-ce que c'est un impérialisme russe contre l'Ukraine, ou est-ce que c'est une guerre de défense contre l'OTAN? Est-ce qu'il faut l'alimenter de notre côté, nous, Atlantique, alimenter cette guerre, ou est-ce qu'il faut essayer de stopper cette guerre et de retourner à un état de paix pour les individus, qu'ils soient ukrainiens ou russes? Окей. В общем, отношение такое. Есть простой ответ, есть сложный ответ. Простой ответ. Наше отношение с начала войны, оно не поменялось. Мы сразу заявляли о том, что война должна быть завершена, войска должны быть выведены, виновные наказаны. Это все понятно, это идеальный сценарий, и это простой ответ на вопрос. Есть сложный ответ на вопрос, как ты правильно заметил. Либертарианцы, в принципе, этатистские войны, сложно себе представить, чтобы они их поддерживали. Поэтому, конечно, мы считаем, что война должна быть остановлена как можно скорее. И люди должны прекратить умирать за государство. Нам вообще претит абсолютно мысль, что люди умирают за какое-либо государство. Poétamo, переведи. Donc il y a deux réponses. La réponse la plus simple, la réponse simple on va dire sur la guerre, c'est que des bases, dès que la guerre a commencé, les partis libertariens russes étaient opposés à cette guerre. Et de manière générale, ils sont toujours pour sortir au plus vite toutes les forces militaires de l'Ukraine et punir les responsables de cette guerre. La réponse un peu plus complexe, c'est qu'effectivement les libertariens sont contre la guerre et c'est même impensable pour un libertarien que les gens meurent pour un État dans une guerre. Donc déjà, ils sont très opposés là-dessus. Donc je viens de traduire la première partie de la réponse. Я считаю, что в любом случае война закончится переговорами, и чем быстрее эти переговоры пройдут, тем меньше людей погибнет в этой войне. Поэтому позиция наша такая. Et de manière plus réaliste, je pense que la guerre se terminera par une négociation, forcément. Négociation entre les deux gens. Et il faut commencer une négociation au plus vite pour finir la guerre au plus vite. En fait, il y a prisme idéologique et le prisme plus réaliste. Oui, en effet. De toute façon, il y a effectivement ce qui serait le mieux pour tout le monde, et puis de toute façon c'est pas nous qui décidons, hein. C'est Poutine et Zelensky et tous les autres chefs d'État qui vont décider quand est-ce qu'ils en auront marre de faire joujou. Voilà, bref, ça c'est mon point de vue personnel. Да, к сожалению, такова реальность. Malheureusement, c'est la réalité. J'avais cru comprendre.
Alors pour finir, une dernière question pour essayer de se projeter dans l'avenir. Quelle est la vision à long terme du Parti libertarien et quelle est, vous, votre vision à long terme du Parti libertarien, mais aussi de la Russie? Est-ce que vous espérez, est-ce que ça vous paraît envisageable un retour en Russie, un retour à une certaine norme, on va dire? Мгм. Перспективы либертарианской партии, опять же, идеальный сценарий — это регистрация партии. Мы много раз пытались зарегистрировать партию в нашем Минюсте, пока не получилось, но мы до сих пор не бросаем попыток, поэтому это то, к чему мы бы хотели стремиться, то, что нам позволит гораздо более эффективно распространять наши идеи, выдвигать людей на выборах, поэтому пока такая тактика. По поводу... Давай сначала первую часть. Alors, déjà, la vision du Parti libertarien russe, c'est que bien sûr, ils vont continuer toujours à développer le parti. Idéalement, ils aimeraient bien l'enregistrer, parce que le Parti libertarien russe, et là-dessus on est copains, n'est pas encore dans le registre des partis politiques, mais bon, pas pour les mêmes raisons, parce qu'en Russie, tout simplement, c'est bloqué, c'est verrouillé. Dès que tu essaies de créer un parti politique, le pouvoir te dit non, parce que tu as oublié de mettre un point-virgule dans le formulaire, parce que t'as pas... Enfin, il y a plusieurs raisons, et ils trouvent toujours une raison pour ne pas enregistrer un parti politique. Bien sûr, pour eux, ça reste l'objectif, parce que ça permettrait d'être plus efficace et plus facilement promouvoir des idées libertariennes et aussi participer aux élections. Да, но при этом понятно, что отсутствие само по себе регистрации, оно никогда нам не мешало, и все, что мы делали, оно как бы это не влияет на нашу деятельность. И как только вот эта военная цензура, она прекратится, понятно, что мы возобновим свою полноценную деятельность, опять будут эти все мероприятия, поэтому будем распространять наши идеи в заданных условиях и адаптироваться под них. Et du coup, il dit bien sûr que si toute la censure politique actuelle, elle tombe, en tout cas, elle devient plus facile d'agir en Russie, on va continuer à le faire comme on le faisait avant, et on va continuer à promouvoir les idées libertariennes. Et là même, le fait que le Parti libertarien russe n'est pas dans le registre des partis politiques, ça ne les a jamais empêchés de mener des actions politiques et mener des actions de promotion des idées libertariennes malgré ça. Вот, а по поводу возвращения в Россию, ну, конечно, мы все вернемся, мы все в это верим там, что как только начнутся раскручиваться гайки, будет возможность вернуться, мы сразу это сделаем. Но, понятно, это вопрос достаточно тяжелый на самом деле, и мы все знаем, помним опыт той же белой эмиграции, которая уехала в какой-то момент из страны после революции, и всю жизнь вот с этой мыслью так и прожила, что, значит, когда-нибудь мы вернемся. Не хочется такой судьбы, но понятно, что это обстоятельства, на которые мы сейчас с трудом можем как-то влиять. Поэтому посмотрим, как будет развиваться. Очень надеемся, что да. Et par rapport au retourner en Russie, bien sûr, ils espèrent que un jour, ils vont pouvoir tous rentrer en Russie pour retourner dans leur pays et mener leurs actions aussi directement sur place. Après, ils sont bien sûr réalistes. Et ils savent très bien que l'immigration blanche de la Russie, donc pour le contexte des 1917, quand il y a eu la révolution des bolcheviks en Russie, donc les immigrants de l'époque, ils ont dû tous quitter la Russie en espérant que le régime communiste va bientôt tomber. Et du coup, ils sont toujours là, hein, en France. C'est ces gens-là. Et du coup, ils n'ont jamais pu retourner. Donc, ils espèrent fortement comme quoi ça ne sera pas le cas pour eux et que bientôt le régime soit va changer, soit il y aura en tout cas de changements en Russie qui vont permettre leur retour en Russie. Eh bien, on peut que souhaiter cela. J'ai suivi, j'ai pu lire d'ailleurs, merci la traduction Telegram, j'ai pu lire son dernier texte sur son Telegram qui parlait justement de ce retour peut-être envisageable, qu'elle espérait en tout cas à Saint-Pétersbourg. Et nous ne pouvons que lui souhaiter cela, que le régime de Poutine tombe, peu importe la manière, et qu'un vent de liberté puisse à nouveau souffler sur la Russie. Спасибо большое. Надеюсь, все так и будет. По-моему, он еще не закончил сейчас. Elle dit merci beaucoup et elle souhaite aussi que ça se passera pour de mieux pour eux.
Merci beaucoup à vous d'avoir participé, Rina. Désolé, je ne parle pas russe, donc il a fallu un traducteur, donc j'espère que ce sera assez fluide pour vous, que ça aura été assez fluide pour vous et pour les auditeurs. Merci beaucoup. C'est une première pour la chaîne. J'espère qu'on va pouvoir continuer avec d'autres intervenants, mais c'était très important pour moi que l'on puisse comme ça inviter quelqu'un qui représente la nouvelle génération, hein, des jeunes libertariens dans un pays en guerre et dans un pays aussi oppressif, en tout cas avec un régime oppressif comme la Russie. Да, спасибо большое, что пригласили. Очень круто, что во Франции тоже есть либертарианская партия, либертарианцы. Надеюсь, у вас получится распространить ваши идеи, наши идеи. И да. Il a dit merci beaucoup pour l'invitation. Et il est très content qu'également il y a des libertariens qui existent en France et qu'il y a un parti libertarien qui existe en France. Et elle espère aussi que nous, on arrivera à promouvoir des idées libertariennes et faire le libertarianisme plus connu et plus développé dans deux pays. Ben, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. J'espère que cela vous aura plu et j'espère que cela vous aura montré que, bien en France, on peut que faire bouger les choses. Si vous voulez, vous avez des femmes et des hommes du Parti libertarien russe qui arrivent comme ça à faire avancer les idées, un peu plus difficilement actuellement, avec un régime comme celui de Poutine. Je pense que nous avons un tout petit peu moins à craindre en France, donc il n'y a absolument aucune excuse pour ne pas se bouger, pour faire avancer les idées de la liberté. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, Rina. Merci à toi, Vadim. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très bonne continuation. Merci, Дам. Большое спасибо всем, кто смотрел за видео, как бы аутро. Спасибо за ответы всем гостям, тебе, мне, что мы участвовали. И как бы до свидания. Вот.